Azul Flawen, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée à la présentation d'un cours sur le traitement thermique des aciers. Ce cours est divisé en plusieurs leçons, alors n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc sans tarder, je commence par la première leçon dans laquelle je vous présenterai quelques notions de base qui vous seraient utiles à la compréhension du reste du cours sur les traitements thermiques. Le fer existe partout à sa surface à l'état d'oxyde. Donc, dès que les premiers hommes apprennent à faire du feu, ils réalisent des fours et ne tardent pas à y produire du fer. L'âge du fer, qui succède à l'âge du bronze, va naître les premières civilisations pendant des siècles de l'Antiquité au temps moderne. Petit rappel. Donc, les métaux sont constitués d'empilements d'atomes, constitués d'un noyau qui est au centre, et puis d'électrons représentés avec des points bleus qui gravitent autour du noyau sur différentes couches. Donc, un atome important chez les aciers, il n'y a pas seulement le fer, bien entendu. Les aciers, c'est une base métallique du fer. Et ce qui définit les aciers, c'est un alliage fer-carbone. Donc, je vous présente ici un atome de carbone qui a le numéro 6 dans le tableau périodique. Il a 6 protons, c'est pour cela qu'il est placé au 6e rang du tableau de Mendeleïev. Donc, il a aussi 6 électrons. Donc, on voit les 6 électrons répartis sur les deux premières couches. Les protons et les neutrons qui forment le noyau. L'électron répartis sur des couches d'énergie, ou on les appelle aussi les orbitales, qui gravitent autour du noyau. Donc, il existe une centaine d'atomes présents à l'état naturel. Ce qu'on connaît le plus est le fer, l'azote, le nickel, le cuivre, l'oxygène, l'hydrogène, l'aluminium, donc, etc. Ces atomes sont très souvent présents dans la nature, sauf exception. Ils se combinent ensemble pour former une molécule. Donc, par exemple, si on prend l'azote et l'hydrogène, ça forme de l'ammoniac. Si on prend le fer et le carbone, ça forme des carbures de fer. Si on prend l'alumine et l'oxygène, ils forment de l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium. Donc, sont tous des atomes qui ont décidé de se lier ensemble pour former de nouveaux matériaux avec leurs propriétés. Ce qu'il faut retenir, que l'atome est une sphère parfaite. Ce qui délimite la taille d'un atome, c'est la trajectoire des électrons dans la dernière couche. Maintenant, on passe aux structures cristallines. Quand on parle d'un métal, on parle de structures cristallines. Donc, les atomes à l'état solide s'arrangent selon un ordre précis sur de longues distances. Donc là, on parle de métal et on appelle ça un réseau cristallin. Chez les métaux, il existe 14 réseaux cristallins. Et parmi les métaux d'usage courant, on retrouve généralement 3. Il y a des métaux qui s'assemblent pour former une structure cubique centrée. Il y en a d'autres qui forment des structures cubiques à face centrée. Il y en a d'autres atomes qui forment aussi des structures hexagonales compactes. Maintenant, on passe à la structure cubique centrée. Ce que vous voyez ici, c'est une structure cubique à face centrée qui est formée sous forme d'un cube. Donc, vous avez ici 8 atomes positionnés sur chacun des 8 coins du tube et un 9e atome au centre. Les atomes de fer s'empilent de cette façon-là. Le manganèse aussi, le chrome, le vanadium, le niobium. Il y en a d'autres, mais on se contente de ces 5 exemples. On passe à la structure cubique à face centrée. Donc, d'autre part, nous avons un autre type d'empilement qui est possible chez beaucoup de métaux, qui est la structure cubique à face centrée. Là, on a aussi un cube, on a aussi 8 atomes sur chacun des 8 coins du tube, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un atome au sein de la boîte, on a 6 autres atomes qui sont placés au centre des 6 faces du cube. Et ça donne cet empilement que vous voyez sur cet écran. Beaucoup d'atomes s'empilent comme ça, notamment, je vais vous donner un exemple, le cuivre, le nickel, l'aluminium, l'or, le platine, l'argent et le fer. Donc ici, j'ai dit que le fer est cubique centré. Et maintenant, je dis qu'il est cubique à face centrée. Dans certains cas, il y a des atomes qui peuvent s'empiler. Certains métaux peuvent s'empiler selon les deux réseaux cristallins. De la structure cristalline au grain. Pour former une pièce de métal que nous, en tant qu'humains,
et qu'on peut voir et toucher et prendre dans nos mains est un résultat d'un empilement d'un très grand nombre d'atomes. Ou si on veut, d'un résultat d'empilement de plusieurs mailles cristallines empilées les unes sur les autres. On pourra même dire que ça forme un grain. Vous voyez le bloc sur cette image pourrait représenter la portion du métal qu'on peut prendre dans nos mains, qui serait un grain. Et dans le grain, les atomes sont empilés les unes sur les autres dans la même direction. Donc, quand est-ce que les atomes s'empilent les unes sur les autres? À chaque fois qu'on fabrique du métal, donc le métal est porté au départ dans l'état liquide et à un moment donné se refroidit. Par exemple, dans un moule, lors du refroidissement, il y a le processus de solidification qui opère. Donc le métal passe d'un état liquide à un état solide. Lorsque le métal est à l'état liquide, il n'y a pas d'empilement. Mais lorsque la solidification opère, elle opère progressivement et les atomes dans l'état liquide vont adhérer à la partie solide en occupant une position bien précise et construire, si on veut, la phase solide du métal, en conservant l'orientation établie au départ. Mais lorsqu'on refroidit le volume du métal, la solidification va s'amorcer en plusieurs endroits, évoluer dans des directions différentes, et on va obtenir des zones dans le métal qu'on appelle des grains. Et lorsque on observe un métal au microscope complètement solidifié, on est en mesure de percevoir les différentes orientations. Bien entendu, lorsqu'on fait une métallographie, on ne voit pas la représentation quadrillée que vous voyez sur le dessin. On ne voit pas les atomes, on ne voit que les frontières. Mais en réalité, lorsque vous observez en métallographie, vous voyez ce qu'on appelle les joints de grains, qui sont les frontières entre les grains, mais on ne voit pas les orientations des atomes. Mais en réalité, il faut comprendre que lorsque vous observez un métal au microscope, il faut être en mesure, par exemple, de mesurer la taille des grains. Vous vous servez des joints de grains, mais il ne faut pas oublier que chaque grain, c'est une zone dans laquelle les atomes sont empilés dans une des directions, donc la direction est différente de ces grains voisins. Si je fais un zoom dans cette image sur un joint de grains, on est en mesure de voir les atomes qui sont liés dans une direction légèrement inclinée, en descendant de la gauche vers la droite. Et là, dans la partie à droite, on voit que les atomes ont lié dans une autre direction différente de la zone gauche. Et la zone embrayée, c'est la zone de joint de grain. Donc, c'est une zone qui a une certaine épaisseur dans laquelle il y a un certain nombre d'atomes qui vont faire en sorte d'accommoder ou de faire la transition entre les deux directions en différents des deux grains. Donc, c'est une zone de transition de joint de grain. En résumé, on a un atome, un réseau cristallin en empilement dans un ordre de nœuds cubiques centrés par exemple, un grain. On a empilé le réseau cristallin les uns sur les autres pour donner un grain dans une orientation unique. Et des grains qui forment une structure métallique. Les différents grains qui vont être soudés ensemble, mais dans différentes directions pour donner une pièce métallique. Pourquoi plusieurs grains? Chaque grain du métal est issu d'un germe de solidification lors du passage de l'état liquide à l'état solide. Quand vous voyez ici l'image, où on a la zone verte au fond, qui correspond à du métal liquide, et à travers il y a des zones qui ont commencé à gerber, à partir duquel la solidification va pouvoir se développer. Donc on voit ici sur l'image, il y a 6 germes qui sont plus gros que l'image précédente. Il y a des petits germes qui ont commencé à apparaître, et ces germes-là vont greffer des atomes de l'état liquide.
Donc les atomes de l'état liquide vont se greffer, ces différents germes-là, pour donner lieu à la croissance des différents grains. Donc ça se développe, comme vous voyez sur l'image. Après un certain temps, on voit que les grains ont grossi. Et là, à un moment donné, ça va se rejoindre tout seul. Dans cette image, quand tu as une étape où la solidification est vraiment avancée, mais il reste encore du liquide entre les grains. Et là, à un moment donné, la solidification se complète et les grains se rejoignent en eux en conservant leur propre orientation. Donc la solidification s'amorce en plusieurs endroits simultanément dans la masse liquide lors de la coulée du lingot. La solidification se développe donc ainsi progressivement dans des directions différentes d'un germe à l'autre. Donc je m'arrête ici concernant la première leçon. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo